Jean Duplessis, expert en faune sauvage et guide de safari, explore le Serengeti sur les traces des premiers hommes. On appelle souvent cette région le berceau de l'humanité. Il rend visite à nos plus proches cousins. Je suis toujours émerveillé quand je vois des chimpanzés. Ils sont si proches de nous. Et ils nous considèrent comme une autre espèce de primate, comme des voisins. Puis, Jean rend visite au peuple nomade du Serengeti, les Maasai. Vous voulez bien me montrer votre village? Il faut vraiment être né ici pour apprécier ce breuvage. Bienvenue dans le Serengeti en Tanzanie, l'une des régions du monde à l'écosystème le plus varié. Plus de 70 espèces de mammifères y vivent. C'est là que se déroule chaque année la grande migration des gnous, le plus grand déplacement d'animaux au monde. Mais le Serengeti ne se limite pas à sa faune et sa flore. C'est également l'un des sites paléo-anthropologiques les plus importants de notre planète. C'est dans les plaines du sud du Serengeti, dans les gorges d'Olduvai, que Louis et Mary Leakey, les célèbres paléontologues, ont découvert certains de leurs fossiles les plus significatifs. Leurs découvertes ont été cruciales. Elles nous ont permis de mieux comprendre les origines de l'homme et son évolution. Je me trouve sur les flancs des gorges d'Olduvai, un site particulièrement remarquable dans la vallée du Grand Rift. On surnomme souvent cet endroit le berceau de l'humanité. C'est là que les Leakey ont découvert deux crânes d'une importance majeure. Ces crânes d'Australopithèque et d'Homo habilis ont presque 2 millions d'années. On a également trouvé ici des preuves de l'existence de l'Homo erectus et de l'Homo sapiens, notre ancêtre direct. Ce qui rend les gorges d'Olduvai si uniques, c'est qu'il y a quelques millions d'années, la région était entièrement couverte par un immense lac, où les chasseurs-cueilleurs s'étaient établis. C'était l'endroit idéal pour eux, car tout proche d'une source de nourriture. Ce qui est intéressant, c'est que l'Homo habilis, qui savait se servir d'outils, a été découvert à peine 20 mètres de l'Australopithèque. Les deux espèces vivaient côte à côte et ils étaient contemporains. Ça peut paraître surprenant quand on y pense. Deux espèces d'hominidés qui vivaient ensemble. Mais encore aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Au sud de la vallée du Grand Rift et dans d'autres régions d'Afrique, les grands singes vivent toujours ensemble. Les bonobos, les gorilles et les gibbons se côtoient tous dans la vallée du Grand Rift, comme nous, les humains. La Tanzanie compte plusieurs groupes de chimpanzés. Le plus connu vit dans le parc national de Gombe. C'est là que Jane Goodall les a observés. Mais le groupe le plus important vit plus au sud, dans les montagnes Maale de Tanzanie. Je viens d'arriver à l'aérogare de Maale. On va monter dans un petit avion qui nous emmènera jusqu'au parc national. C'est un des rares parcs qui n'a pas de route. Jean veut observer les chimpanzés de Maale de plus près. Il veut en savoir plus sur leur comportement. Il se rend à Greystoke, un camp sur les rives du lac Tanganyika qui n'est accessible que par bateau. Je me trouve sur les eaux du lac Tanganyika, l'un des plus beaux que j'ai jamais vus. C'est la plus grande réserve d'eau douce non polluée de la planète. Derrière moi, on aperçoit le parc national des montagnes Maale. C'est l'un des rares parcs où vivent encore d'importants groupes de chimpanzés. Deux groupes de chimpanzés vivent sur les rives du lac. On les a surnommés le groupe M et le groupe K. Dans les années 80, le groupe M a presque complètement écrasé et détruit le groupe K.
Aujourd'hui, le groupe K s'est reformé, mais les chimpanzés qu'il compose sont beaucoup plus espiègles et difficiles à repérer. On estime qu'entre 700 et 1000 chimpanzés vivent à Mahale. Le parc national des monts Mahale est ouvert aux visiteurs. Cependant, les logements disponibles sont très limités. De plus, le parc se trouve dans une zone reculée et difficile d'accès. Cela permet d'éviter l'afflux massif de touristes et de protéger l'écosystème fragile du parc. On arrive au camp. C'est un endroit qui fait toujours son petit effet. Jeff et Kerry, les directeurs de Greystoke et le personnel du camp viennent accueillir Jean en compagnie de leur fidèle pélican. Jean passe la nuit au camp. Il partira à la découverte des lieux dès le lendemain matin. Encore une journée métro boulot dodo. Les chimpanzés vivent dans les montagnes qui entourent Greystoke. Les singes se sont habitués à la présence humaine, notamment au contact des chercheurs qui viennent les étudier depuis des décennies. Jean ne devrait pas avoir de mal à les observer. Mais encore faut-il qu'il les trouve. La zone d'habitat du groupe M est particulièrement étendue. Jean va devoir entamer une longue marche escarpée dans les montagnes, au milieu de la végétation dense. Le guide de Jean s'appelle Mwiga Mambo. Il est guide et spécialiste des primates à Greystoke. Mwiga poursuit la tradition familiale, puisque son père travaillait lui aussi sur les chimpanzés dans le cadre d'un projet de recherche du parc. C'est mon premier jour sur place. On va bientôt partir dans la forêt à la recherche des singes. À votre avis, comment ça va se passer à cette période de l'année? La rando va être facile? Difficile? Oui, très difficile. Ah bon? Ce sera dur. Je vois. Pour Jean, le temps est compté. Il faut absolument qu'il se mette en route. Les chimpanzés ne l'attendront pas. Pour l'instant, aucun randonneur n'a encore signalé à quel endroit se trouvent les singes. Mais au lieu d'attendre patiemment et de se la couler douce à la plage, on va partir vers la forêt et explorer les basses terres. Les chimpanzés se trouvent souvent dans la zone qui entoure le camp. Allez, en route. À cause de la météo récente, les chimpanzés se sont déplacés vers les hauteurs à la recherche de nourriture. Jean va devoir grimper sans pour autant être sûr de les apercevoir. Les chimpanzés s'installent parfois dans des zones inaccessibles à l'homme. Le groupe se met en route vers la forêt. Ils graviront ensuite la montagne. C'est quoi ça? On appelle ça Strychnus nakua. Il mange sans doute l'intérieur qui est tendre et assez odorant. On dirait un agrume. Les chimpanzés ont des canines et des mâchoires très puissantes. D'accord, ils peuvent casser la coquille. Absolument. À votre avis, la rando va être facile ou difficile? Très difficile. Ah bon? Oui. Jean Duplessis se trouve dans les monts Mahale. Avec son guide du camp de Greystoke, Mwiga Mambo, ils veulent observer les comportements des chimpanzés. Les êtres humains font partie de la famille des grands singes. Sur le plan biologique, les chimpanzés, les gorilles et les hommes sont cousins. Leurs patrimoines génétiques sont d'ailleurs identiques à 98%. Ce qui nous différencie de nos cousins sauvages, ce sont nos cerveaux développés, notre capacité de langage et le fait que nous savons créer et utiliser des outils complexes. C'est une termitière? Oui. Je sais qu'à Gombe, là où Jane Goodall a mené ses projets, on a découvert que les singes attrapaient les termites à l'aide d'un bâton. Ils font pareil ici? Non. Les singes d'ici ne mangent pas les termites. Ils utilisent des bâtons pour attraper des fourmis charpentières qui vivent dans les arbres. Ils savent se servir d'outils. Sauf qu'ils ne s'en servent pas pour attraper des termites. Ce qui est incroyable, c'est que ces comportements ne sont pas innés, mais acquis. Un jour, un chimpanzé de Gombe a probablement planté un bâton dans une termitière par accident. Mais il s'est rendu compte qu'il avait attrapé un termite. Et le reste du groupe s'est mis à faire pareil. Ici, à Mahale, il a dû se passer la même chose, mais dans un arbre. Ce sont des gestes qui se transmettent de génération en génération. Il se trouve qu'ici, ce geste n'a jamais été dirigé vers une termitière. On a beaucoup appris en observant le comportement des chimpanzés.
Ils ont même permis aux chercheurs et scientifiques de développer des traitements médicamenteux pour l'homme contre la malaria, la diarrhée et même les tumeurs cancéreuses. On marche depuis tôt ce matin. On a démarré à 7 heures pour trouver les chimpanzés. On va devoir se rendre plus en hauteur, parce que c'est là-bas que se trouvent les seules sources de nourriture. Après plusieurs heures de marche, Jean aperçoit enfin un groupe. Il est 13 heures et on vient d'apercevoir un groupe de femelles et de petits. Si je porte un masque, c'est parce qu'il y a quelques années, ce groupe de chimpanzés a été exposé au virus de la grippe. La population de chimpanzés a brutalement chuté à Mahale. Du coup, par précaution, tous les visiteurs qui s'approchent des chimpanzés doivent porter un masque. Un peu plus bas, j'aperçois 2 femelles assises avec un petit qui n'a même pas 1 an. On repère facilement les jeunes à la petite touffe de poils blancs qu'ils ont sur le dos. Je suis toujours émerveillé quand je vois des chimpanzés. Ils sont si proches de nous. Les petits sont en plein jeu. Ils se pourchassent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ces 2 femelles se disputent, parce que leurs petits se sont chamaillés. Comme le feraient des mères de famille. Oui. 2 enfants se battent et leurs mères finissent par se disputer. Exactement. Même si elles sont habituées à la présence humaine, les mères protègent immédiatement leurs petits. Je les vois grimper la colline, mais ils se disputent encore pas mal. Je crois qu'on va garder nos distances. Oui. Eux n'ont aucun mal à se déplacer dans les arbres. Mais pour nous, ce n'est pas la même histoire. Cette marche est vraiment pénible. J'ai la tête qui tourne. On va se reposer un peu et reprendre la route plus tranquillement. Ces femelles ont beau être entre elles, les chimpanzés vivent selon une organisation patriarcale et hiérarchisée. Jean veut observer leur fonctionnement social. Il va devoir trouver les mâles du groupe. Comment s'appelle le mâle dominant, Alofu? Le mâle dominant s'appelle Primus. C'est en défiant le mâle dominant de l'époque, Pim, qu'il a gagné sa place. Orion, lui, est devenu numéro 3. Orion a eu besoin du soutien d'Alofu pour obtenir ce rang. Pim avait très peur de Primus. Il a donc eu besoin du soutien des autres pour défendre sa place face à Primus. Mais Primus a défié Alofu et Alofu a eu peur de lui. Il s'est éloigné avec une femelle qui s'appelle Inébé. C'est hyper compliqué. Les mâles se défient sans cesse pour gagner du pouvoir. C'est fascinant. Vous suivez tous les rebondissements? Oui, absolument. C'est comme un feuilleton pour vous. Oui. Les femelles qu'on a suivies toute la journée font partie d'un plus grand groupe qui compte entre 16 et 17 individus. On espère que les petits conflits domestiques qu'on a pu observer parmi les femelles vont attirer le reste du groupe. Peut-être même que le mâle dominant va venir voir ce qui se passe par ici. Le groupe de chimpanzés M se divise en plusieurs petits groupes. Jean et son guide aperçoivent quelques mâles dans les broussailles. Ils espèrent pouvoir observer le groupe principal et ses mâles dominants. Les singes crient pour communiquer entre eux. Le groupe est éparpillé dans toute la vallée. C'est comme ça que les chimpanzés échangent entre eux. Ce serait bien que des mâles dominants viennent retrouver ce groupe de femelles. On les verra peut-être demain. Ce serait vraiment sympa de pouvoir les observer. Et Mwiga pourra voir où en sont les luttes de pouvoir des mâles dominants, parce que la situation évolue de jour en jour. Oui. Il se fait tard, il est temps de rentrer. Mwiga guide Jean jusqu'au camp de Greystoke.
Là, ils sont accueillis par le pélican, bien plus facile à approcher que les chimpanzés mâles. Ce pélican est exceptionnel. L'oiseau vit de manière permanente au camp. Le directeur des lieux, Jeff, raconte à Jean son incroyable histoire. Jeff, il vient d'où votre pélican? Il est arrivé il y a environ 8 mois. Il y a eu une grosse tempête et on l'a vu nager sur le lac jusqu'à nous. Il s'est tout de suite mis à communiquer avec nos hôtes. Il a vraiment pris ses petites habitudes ici. Oui, c'est sûr. Il a la belle vie au camp. Il a vraiment débarqué sur la bonne plage, ça c'est sûr. C'est sympa qu'il fasse un tour en kayak avec vous. Il adore ça, il adore être sur le kayak. Et il a très envie de pêcher. Mais pour un oiseau solitaire, c'est vraiment pas facile. Les pélicans pêchent d'habitude en groupe. Ils encerclent les poissons, puis ils plongent le bec dans l'eau. Ils filtrent ensuite l'eau pour ne garder que les poissons. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Un pélican seul ne peut pas y arriver. Dans la nature, un pélican isolé est très vulnérable. Celui-ci a eu de la chance. Jean espère que le pélican de Greystoke sera de bon augure pour son deuxième jour d'expédition. Jean Duplessis, expert en faune sauvage et guide de safari, se trouve dans le parc national des Monts Mahalé. C'est dans ce parc que vivent la majorité des chimpanzés de Tanzanie. Jean espère observer la vie en communauté des grands singes. Au camp de Greystoke, Jean a rencontré Mwiga Mambo, le guide et spécialiste des primates du camp. C'est leur deuxième jour sur place. Ils viennent de repérer un mâle et une femelle. Mwiga identifie Darwin, en troisième position dans la hiérarchie. Lui et une femelle ont grimpé en haut de ce grand arbre. Ils mangent des figues. À cette période de l'année, les chimpanzés ont beaucoup de mal à trouver de la nourriture. Du coup, dès qu'ils en trouvent, ils en profitent immédiatement. Ils cueillent d'abord les figues avec leurs mains, puis ils les placent toutes dans leur gueule. Ensuite, ils les mâchent une par une. Comme ça, ils ont les mains libres. Ils n'en ont plus besoin pendant qu'ils mangent. Darwin est le troisième mâle le plus influent du groupe de chimpanzés. Cela lui donne le pouvoir de s'isoler avec une femelle pendant quelques jours. Mais là, ça fait déjà 3 semaines qu'il est avec celle-ci. Elle est en chaleur. Du coup, le mâle passe tout son temps avec elle. Il sait qu'il a l'ascendant sur elle. S'ils étaient restés avec le groupe, Darwin aurait dû partager la femelle avec d'autres mâles influents, et notamment ceux plus influents que lui. C'est le moment de la journée où les chimpanzés peuvent s'allonger et faire la sieste. C'est aussi le moment où ils font leur toilette. Ça fait plus de 2 semaines qu'il reste à l'écart du groupe principal. Oui, et c'est pour ça que le groupe est réuni plus bas dans les montagnes. Darwin veut sa femelle pour lui tout seul. À votre avis, qu'est-ce que Darwin prépare? Qu'est-ce qu'il compte faire? Des allers-retours dans les arbres pour éviter le reste du groupe? Oui. Donc pour vous, il n'a pas vraiment de stratégie. Un mâle qui se comporte comme ça espère une meilleure position dans la hiérarchie. Un mâle qui s'isole avec une femelle? Oui. Parce qu'un mâle peu influent, qui est 7e par exemple, n'aura jamais de femelle pour lui seul. On va laisser Darwin tranquille. En haut de son figuier, Darwin est très occupé. Il est temps de reprendre la route. Les chauffeurs nous ont dit qu'ils avaient repéré le groupe principal. Il se trouve assez loin d'ici, plus haut dans les montagnes. On va devoir prendre le bateau si on veut se rapprocher du sentier le plus direct. Là, on prend le bateau. On va jusqu'à la plage la plus proche. Et de là, une marche difficile nous attend. Le groupe se trouve par là. On va
partir d'ici et contourner le camp pour rejoindre le chemin qui mène vers les collines. Le groupe principal a été repéré. Les chimpanzés sont encore plus haut dans la montagne. Jean et son équipe quittent la plage. Une longue et pénible ascension les attend. Le groupe M est de loin le groupe le plus influent de Mahalé. On observe d'ailleurs énormément de tractations politiques à l'intérieur même du groupe, c'est ça? Effectivement. Du coup, j'imagine que l'équilibre du groupe est toujours très instable. Le mâle dominant peut rapidement perdre son pouvoir. Il suffit qu'il tombe malade et que le numéro 2 du groupe en profite pour le frapper. En ce moment, Primus est leader, mais bientôt, Darwin ou Orion pourraient prendre sa place. Ce genre d'événement est fréquent? On a des chances d'y assister? Ça peut arriver n'importe quand. On verra peut-être un duel éclater. C'est possible. La marche en forêt est particulièrement difficile. Jean et Mouiga doivent se frayer un chemin parmi les broussailles. Au bout de 2 heures, leurs efforts payent enfin. On vient de repérer le groupe principal après une marche particulièrement pénible. Devant moi, vous voyez Primus, le mâle dominant du groupe. Primus, le mâle dominant, serre contre lui une denrée de choix, la carcasse d'un singe colobe. Les petits qui l'entourent ont du mal à résister. Regardez, il a fait tomber son butin. Il tenait un morceau de viande, sans doute de colobe. Et un tout petit le lui a pris des mains. Ça a créé une certaine agitation parmi les jeunes. Je crois bien que c'est de la viande de colobe. C'était intéressant de voir les deux petits se battre dans les arbres. Il y avait une femelle assise en contrebas qui leur criait dessus, comme si elle leur ordonnait d'arrêter de se disputer. Elle a fini par les rejoindre et la situation s'est envenimée. Puis Alofu est arrivé. Il est numéro 2 du groupe et il a réglé le conflit. Les chimpanzés mangent régulièrement de la viande. Pour eux, c'est un mets très raffiné qu'ils apprécient particulièrement, mais qu'ils ont beaucoup de mal à se procurer. En général, les chimpanzés chassent les colobes, de petits singes qui se déplacent avec beaucoup d'agilité à la cime des arbres. Les chimpanzés ont vraiment du mal à aller aussi vite qu'eux. Quand ils décident de chasser, tout le groupe se mobilise, et les chimpanzés se montrent alors très agressifs. Ils n'hésitent pas à secouer les troncs pour faire tomber les petits singes et les attraper au sol. Pour le moment, l'agitation générale est retombée. Jean Duplessis se trouve dans le parc national des monts Mahalé pour la 2e journée consécutive. Il souhaite observer le groupe de chimpanzés M. Après une marche difficile, Jean et son guide, Mouiga Mambo, ont enfin trouvé un groupe de mâles dans les montagnes. Ils ont également repéré Primus, le mâle dominant. Mais sa position est en péril, à en croire Mouiga. Qui sont les plus agressifs du groupe? Primus et Orion. D'accord. Ce sont des brutes. Primus est dominant. Du coup, il cherche souvent la bagarre.
Il se comporte mal et les autres chimpanzés ne l'aiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'il finit toujours par avoir recours à la force. Il se peut que dans quelque temps, d'ici 1 an, il soit renversé. À votre avis, qui sera le prochain leader du groupe? Peut-être Darwin. Il a su se montrer très sage. Ou bien Orion. Quel est le chimpanzé le plus âgé du groupe? C'est Kalunde. D'accord. Il a 55 ans. Kalunde, c'est le doyen. Ah oui? S'il décide de soutenir un autre chimpanzé, la majorité du groupe l'écoute. Et les autres se mettent eux aussi à soutenir ce chimpanzé. Il soutient qui en ce moment dans le groupe? Il a souvent soutenu Alofu. Il a besoin de son appui s'il veut retrouver une position dominante. Et il a déjà été dominant? Oui, en 1991. Mais ça n'a duré qu'1 année. Très bien. Et qu'est-ce qui vous fait dire que Darwin va devenir dominant? Beaucoup de membres du groupe le soutiennent, même Alofu. Les femelles aussi l'aiment beaucoup. Il est très pacifique. Mais tout ça ne plaît pas à Orion, qui veut lui aussi devenir leader. Il essaie de gagner le soutien des femelles, mais aussi des mâles qui sont classés 3e, 4e ou 5e. Dès que tous ces singes seront de son côté, il ira défier le numéro 1 actuel. C'est incroyable. Je me trouve tout près d'un groupe de mâles dominants et de femelles. C'est un moment de calme. Chacun s'occupe de la toilette d'un autre. C'est un grand signe de respect. C'est aussi un moment qui permet aux singes de nouer des liens entre eux. Je suis émerveillé. Je suis assis tout près d'eux. Je me demande si les chimpanzés nous considèrent comme une autre espèce de primates, comme des voisins, mais sans représenter de menace pour eux. Jean a pu observer les chimpanzés. Ses efforts et sa patience sont payés. Il est temps pour lui de se remettre en route. Jean a eu la chance d'observer la structure sociale des chimpanzés de près. Le groupe évolue en permanence, puisque les mâles peu influents cherchent tous à progresser dans la hiérarchie. Le monde des chimpanzés n'est peut-être pas si différent du nôtre, après tout. Jean repart en direction du Serengeti. Il prend la direction du lac Natron, dans la vallée du Grand Rift. C'est à l'ombre de leur volcan sacré, l'Ol Donyolengai, que vit le peuple Maasai. Les plaines du Serengeti sont surtout connues pour leur écosystème préservé, leur faune et leur flore abondantes, et pour la grande migration des gnous. Mais c'est aussi dans cette région du monde que notre espèce, l'Homo sapiens, est apparue. Nous savons que les grands singes vivent dans le Serengeti depuis des milliers d'années. Mais une découverte récente sur les rives du lac Natron nous a permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire de l'humanité. Cette empreinte a pu appartenir à un adulte, l'autre est plus petite. Oui, c'est un enfant. On découvre ici quelques empreintes de pas. Ces gens sont arrivés par ici et ils se déplaçaient dans ce sens. Ils marchaient tous pieds nus. Au sud du Serengeti, dans la réserve de Ngorongoro, on a découvert d'autres empreintes de pas, qu'on a baptisées les empreintes de l'Aetoli. Cette découverte majeure prouve la présence dans la région de l'Homo erectus, qui se tenait debout sur ses 2 jambes. Ces précieuses empreintes nous aident à mieux comprendre l'histoire toute récente de l'humanité. La région du lac Natron et la partie est du Serengeti forment aujourd'hui le territoire des Maasai. On appelle ces empreintes les empreintes de Ngaressero.
Si elles sont si importantes, c'est parce que ce sont les empreintes de pas d'Homo sapiens les plus anciennes jamais observées en Afrique de l'Est. Elles ont près de 120 000 ans. Elles prouvent que l'Homo sapiens a vécu dans cette région du monde pendant très longtemps, bien plus longtemps que ce que l'on avait cru auparavant. Les Maasai se sont établis dans le Serengeti vers le XVe siècle. Ils ont développé une culture très particulière qu'ils se battent pour maintenir, malgré la pression du monde moderne. Leur mode de vie et leur culture ont peu évolué depuis cette époque. Les Maasai sont encore aujourd'hui une tribu pastorale semi-nomade. La vie des Maasai est régie par deux choses essentielles, leur bétail et leurs croyances. Les Maasai croient en un Dieu unique qui régit leur vie au quotidien. Dans le Serengeti, de nombreux lieux sont sacrés pour les Maasai. Le plus sacré de tous est sans nul doute le volcan d'Ol Donyo Lengai, un volcan actif que les Maasai vénèrent et considèrent comme leur dieu. L'Ol Donyo Lengai est central dans notre culture. Il y a 2 ans, les troupeaux ont beaucoup souffert pendant la saison sèche. Beaucoup d'animaux sont morts ici, mais aussi au Kenya. J'ai vu des Maasai du Kenya rejoindre un vieil homme et une vieille femme Maasai de la région. Ensemble, ils ont entrepris un voyage de 2 jours jusqu'au sommet du volcan. Et il a enfin plu. Oui, après plusieurs mois de sécheresse, il s'est mis à pleuvoir. D'ailleurs, il pleut en ce moment. Oui. Si j'en crois Peter, certaines familles ont fait leurs valises et ont fui la région par peur des éruptions. Vous croyez que quand le volcan entre en éruption, c'est que le Dieu est en colère contre les hommes? Oui, des éruptions énormes qui ne s'arrêtent que quand les gens s'en vont. Vers où se dirigent les cendres? Dans la direction du Ngorongoro. Les cendres du volcan sont dispersées par le vent. Ces cendres, riches en nutriments, se déposent dans le Serengeti. À un endroit, les cendres ont même formé une dune de sable. C'est un lieu sacré pour les Maasai. Je suis en route vers la dune mobile, qui est l'un des lieux sacrés du peuple Maasai. Elle se trouve dans un endroit du parc particulièrement désertique. Là, je me trouve dans la réserve de Ngorongoro. Les Maasai vivent ici depuis quelques centaines d'années. C'est un excellent exemple de cohabitation réussie entre humains et animaux sauvages. Les Maasai ne chassent pas. Ils vivent donc en parfaite harmonie avec les animaux du parc. Autour de moi, j'aperçois quelques troupeaux de moutons Maasai. Jean arrive sur le lieu sacré. Il est accueilli chaleureusement. Les hommes et les femmes Maasai n'utilisent pas les mêmes formules d'accueil. Leur langue s'appelle le Maa. En Maa, on ne prononce pas les mêmes formules selon que l'on s'adresse à une femme ou à un homme, à une personne jeune ou à quelqu'un de plus âgé. La culture Maasai est patriarcale. Les divisions entre hommes et femmes sont extrêmement marquées. Les Maasai conduisent Jean jusqu'à la dune sacrée. La dune de sable s'est formée suite à une éruption du Ol Donyo Lengai. Elle se trouve en général dans cette direction. La dune se déplace de 25 mètres environ chaque année. Les grains de sable ont des propriétés magnétiques qui permettent à la dune de se reformer. Là, on voit le sable s'affaisser sur lui-même. Cette dune se comporte comme une dune de sable classique, sauf qu'elle est composée de cendres volcaniques. Les grains de sable se déplacent sans cesse, mais sans jamais s'éparpiller, ce qui est assez incroyable à observer. C'est magique. La dune fait partie des lieux sacrés des Maasai. Dans leur culture, si une femme ne peut pas avoir d'enfant, elle doit venir se coucher à l'abri du sable. Et ça l'aidera à tomber enceinte. Les femmes Maasai sont destinées dès l'enfance à devenir épouses et mères, tandis que les hommes deviennent guerriers. Ces rôles, clairement définis, n'ont pas changé depuis le XVe siècle, époque où la tribu s'est installée dans le Serengeti. Jean du Plessis se trouve près du lac Natron, dans la vallée du Grand Rift. C'est là que vit le peuple Maasai.
Je me trouve dans le camp de Warden Safari. Je suis avec Mwinga, qui sera mon guide chez les Maasai. Les jeunes garçons, que l'on appelle Layoni, viennent de mener les vaches vers les pâturages. Elles y passeront toute la journée. Puis elles reviendront au village aux alentours de 18 h. On appelle les guerriers Maasai Morani. Je me demande quelle est la responsabilité des Morani. Il y a 50 ans, j'imagine que les Maasai étaient sous la menace d'autres tribus et d'animaux sauvages, et que les Morani avaient pour mission de protéger la tribu. Oui. Mais aujourd'hui, les tribus ne sont pas en guerre, et vous n'avez pas non plus besoin d'aller voler du bétail. Du coup, quel est le rôle des Morani? Leur rôle aujourd'hui est de veiller au maintien de la paix et de la fraternité dans la communauté, mais aussi de faire paître leurs vaches dans une zone où l'herbe est suffisamment abondante et où elles auront assez d'eau. C'est très intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, les Morani veillent au maintien de la paix et de la fraternité dans la communauté. Oui. Quelque part, ils protègent aussi la culture Maasai. Oui. Je trouve ça très beau. Je crois que cet endroit est réservé aux chèvres. Aux chevreaux, oui. Aux chevreaux. Et c'est intéressant parce que c'est un exemple en miniature de la manière dont les Maasai construisent leurs maisons. On utilise des branches de cordia qu'on enduit de bouse pour faire les murs. On couvre le mur de bouse, même à l'intérieur. Puis, on ajoute une couche de terre qui donne cette belle couleur ocre aux huttes du village. Malgré toute la technologie moderne qui les entoure, les Maasai ont fait le choix de conserver leur hutte à l'ancienne et leur mode de vie traditionnel. Et même si certains ont une montre ou un téléphone portable, comme vous, vous avez tous le désir de préserver la culture. Et je trouve ça admirable. C'est vraiment formidable. Vraiment. Malgré leur réputation de guerriers, les Maasai ne chassent pas. Ils consomment uniquement la viande des animaux qu'ils élèvent. Ils boivent également du lait et du sang de vache. Les Morani vont prélever le sang d'une vache au niveau du cou. Voilà les instruments traditionnels qu'ils utilisent. Celui-ci ressemble à une flèche qu'ils plantent dans le cou de l'animal. Aujourd'hui, les Maasai boivent du sang? Oui, D'accord. bien sûr. C'est une habitude tenace? Très. Je peux voir? C'est très aiguisé. C'est un veau. Oui, c'est un jeune. Ce petit garçon apporte la calebasse dans laquelle on verse le sang? Oui. On prélève beaucoup de sang? Pas beaucoup, non. D'accord. Ensuite, on ajoute du lait frais dans la calebasse. Si on ne mélange pas, le sang se solidifie, c'est ça? Je crois qu'il faut vraiment être né ici pour apprécier ce breuvage, c'est sûr. Je suis allergique au lait tout d'un coup. Alors? On dirait du café. Du café? Vraiment? Je ne vois pas mon nom là-dessus. Je commanderai ça dans un café la prochaine fois. Jean se dirige vers les hauts plateaux du volcan de Ngorongoro. Le camp Mzidio travaille en partenariat avec les Maasai, qui initient les touristes à certaines de leurs traditions. Le mode de vie semi-nomade des Maasai permet le bon développement de leurs troupeaux, malgré le climat relativement aride du parc. Mais ce n'est pas l'unique avantage économique que leur offre le Serengeti. Traditionnellement,
Le rôle des guerriers était d'enrichir la tribu, notamment en déclarant la guerre aux tribus voisines et en leur volant leur bétail. Aujourd'hui, les guerres tribales ne sont plus vraiment d'actualité. Et c'est donc auprès des touristes que les Maasai se procurent des revenus. Disons que sur ce point, ils ont su évoluer avec leur temps. Le tourisme est aujourd'hui la source de revenus principale de la tribu. Pour autant, les Maasai ne donnent que rarement accès à leur village. Ils préfèrent présenter leurs traditions aux touristes. Jean assiste à une cérémonie d'Opul. C'est un événement au cours duquel les hommes dégustent un festin de viande. La cérémonie traditionnelle dure en réalité 2 ou 3 jours et toujours à l'écart du village. Aujourd'hui, quand on a appris que vous veniez, on a préparé notre repas traditionnel. Il se compose de viande, de lait et de sang. On prélève le sang du cou de la vache sans la tuer. Ce qui a permis à la faune de Tanzanie de s'épanouir autant, c'est que les Maasai savent vivre en bonne intelligence avec les animaux sauvages. Ils ne chassent pas pour se nourrir. Ce n'est pas leur tradition, contrairement à de nombreuses autres tribus de Tanzanie. Dans la zone où vivent les Maasai, la faune est protégée. Du coup, on peut observer facilement les animaux sauvages de la région, puisque les Maasai ne les tuent pas. Vous savez pour quelle raison les Maasai n'ont jamais chassé les animaux sauvages, comme d'autres tribus? C'est une bonne question. Vous savez, nous, les Maasai, on croit en Dieu. Un Dieu unique pour le monde entier, pour les Blancs comme pour les Noirs. Dans notre foi, les animaux sont un cadeau de notre Dieu. C'est pour ça que nous pratiquons l'élevage. On s'occupe de nos troupeaux, de nos vaches, de nos chèvres et de nos moutons. Les Maasai ne mangent jamais de viande sauvage. On ne mange jamais de gibier. Vous pouvez goûter notre viande. Ce serait meilleur avec un peu de sauce piquante, mais je crois que le chef ne serait pas d'accord. On mange la viande telle qu'elle, sans sel ni piment en nature, et c'est très bon. La chèvre, ça a du goût. Les guerriers Maasai, que l'on appelle Morani, préparent maintenant une soupe faite à partir d'intestins de chèvre bouillis. Chez nous, les Maasai, on ne mange jamais de soupe sans y mettre des herbes. Les herbes proviennent de différentes plantes. C'est l'heure d'un petit encas. Vous mangez ça chez vous? Non? C'est un mélange de panse, de cœur et de poumons. Délicieux. Jean Duplessis, expert en faune sauvage et guide de safari, s'est approché de très près d'un groupe de chimpanzés. Il a également découvert la place des premiers hommes dans l'histoire du Serengeti. Les premiers hommes ont vécu ici il y a 30 ou 40 000 ans. Pour voir encore plus loin, Jean décide de prendre un peu de hauteur. Les hominidés peuplent les plaines du Serengeti depuis des millions d'années. D'ailleurs, près d'ici se trouvent les célèbres empreintes de pas de l'Aetoli, qui datent d'il y a 3 millions d'années et qui constituent la trace la plus ancienne de l'homme debout, capable de se déplacer sur ses 2 jambes. C'est depuis cette époque que des hommes vivent dans le parc. Homo erectus, Australopithèque et Homo sapiens savaient tous les 3 se tenir debout. C'est aux hommes d'aujourd'hui que revient le privilège d'étudier le Serengeti, de comprendre son histoire et de le protéger pour les générations futures. Ce matin, on va prendre de la hauteur à bord de ce ballon pour profiter du superbe paysage du parc. On survole la vallée de Seronera. C'est dans cette vallée que se concentrent les eaux de pluie qui alimentent ensuite la rivière Grumeti. C'est intéressant de survoler la région.
Je me demande si le parc a beaucoup changé en 3 millions d'années, depuis l'époque où l'Homo erectus a fait ses premiers pas. Je pense que le Serengeti n'avait rien à voir avant l'éruption du Ngorongoro, qui a dégagé un immense nuage de cendres. Elles se sont répandues sur le parc et lui ont donné son écosystème unique. Les vallées ont été probablement recouvertes de centaines de mètres de cendres. J'essaie de suivre la rivière. Vue du ciel, c'est magnifique. La voilà. C'est pas ici qu'on fera du canoë. On vient de survoler 2 lions, sans doute les mâles dominants de ce territoire. Mais notre ballon ne les a pas effrayés plus que ça. Ces immenses plaines ne sont pas très propices au développement de l'homme. Même si le parc regorge de gibier à la saison des pluies, à la saison sèche, le paysage est extrêmement aride. Et on n'y trouve pas grand-chose à manger, qu'on soit hominidés ou prédateurs. Je pense que la région devait être beaucoup plus adaptée à la vie humaine avant la fameuse éruption du volcan Ngorongoro. Toutes ces rivières, on dirait des lignes de la main. Le Serengeti est une région naturelle remarquable. Le parc est apparu suite à une éruption monumentale du volcan Ngorongoro il y a des millions d'années. Des cendres ont fleuri des plaines luxuriantes sur lesquelles vit une faune sauvage extrêmement variée. C'est aussi dans le Serengeti que nos lointains ancêtres se sont mis debout et ont évolué, au cœur de cet écosystème où chaque créature, du plus petit insecte aux éléphants, joue un rôle unique. C'est ici qu'a lieu la plus grande migration animale au monde. Le Serengeti nous offre un aperçu de l'équilibre parfait de la nature. Ici, la faune, la flore et l'homme vivent ensemble en harmonie et en complémentarité. Bienvenue dans le Serengeti.